Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors cette semaine, c'est l'Assemblée nationale qui a voté à l'unanimité une loi pour faciliter les restitutions des œuvres d'art spoliées par les nazis, encore présentes dans les collections publiques, donc les musées. Cela concerne les œuvres spoliées entre 30 janvier 1933, accession au pouvoir d'Hitler, et le 8 mai 1945, la libération. Aujourd'hui, n'importe quelle œuvre présente dans un musée est inaliénable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être cédée. Jusqu'à présent, une loi devait être votée pour chaque tableau pour que celui-ci soit rendu aux ayants droit. La loi cadre tout juste votée va donc particulièrement alléger cette démarche de restitution. Le texte propose d'entériner une dérogation à ce principe d'inaliénabilité pour les œuvres concernées. L'État doit toutefois consulter une commission spéciale à chaque fois. Rien ne saurait réparer la tragédie de la Shoah, s'est exprimé Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, mais nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces biens culturels puissent être rendus. A-t-on, Sybille, une idée de l'ordre de grandeur des œuvres présumées spoliées présentes dans les collections publiques ? Après la Seconde Guerre mondiale, parmi les œuvres spoliées, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres ont été rendues à la France et la majorité à leurs propriétaires. On parle de 60 000 œuvres rendues à la France, selon les chiffres du gouvernement, 45 000 restituées dès lors à leurs propriétaires. Donc il en reste 15 000. Sur ces 15 000, il y en avait 13 000 qui avaient très peu de valeur et qui ont été vendues par l'État au début des années 50. Il en reste 2200. Elles ont été confiées à la garde des musées nationaux, notamment pour leur intérêt artistique. Sur ces 2200, ce sont 184 œuvres qui ont été aujourd'hui restituées. Mais attention, sur ces 2200, toutes ne sont pas forcément des œuvres d'art spoliées. Certains peuvent avoir été vendus sans contrainte et c'est pour ça qu'il faut encore des recherches, que les recherches continuent dans ce sens. Et on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Le Conseil des maisons de vente a élu ses représentants, Sybille. Oui, alors pour la première fois, les commissaires-priseurs français ont procédé à l'élection de leurs représentants au sein du nouveau Conseil des maisons de vente, un taux de participation de 67%. Le Conseil des maisons de vente et l'autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques. Et ce conseil a été réformé en février 2022. Un mot peut-être sur les objectifs de la réforme en question ? Alors oui, c'était d'abord réviser la composition de ce conseil pour qu'il y ait une présence accrue de professionnels, voilà, en assurant la représentation du maillage territorial et des autorités de la régulation, élargir le périmètre des missions pour un meilleur échange avec le gouvernement et les professionnels et créer surtout un organe disciplinaire indépendant en son sein, renforçant son pouvoir de sanction. Et donc là, ce sont 6 binômes qui ont été élus des différentes circonscriptions. Ce qui est intéressant, c'est que dans le palmarès, il n'y a aucune des grandes maisons de vente aux enchères qui sont représentées. David Nordman, qui est chez Ader, qui est en binôme avec Violette Shebatchev, qui est de l'étude JKELO, sont les 2 représentants du top 10 des opérateurs en France. Et donc Christie's, Sotheby's et Arcurial ne sont pas représentés. Et on continue avec des actualités en lien avec les maisons de vente aux enchères. Toujours, Sybille, Sotheby's adopte une nouvelle manière de procéder à des ventes aux enchères. Oui, c'est ce qu'on appelle la vente à la hollandaise. Dans les ventes traditionnelles, les enchérisseurs concourent pour une œuvre d'art et donc ils surenchérissent jusqu'à ce que l'offre la plus haute remporte l'enchère. Et donc pour les enchères hollandaises, c'est l'inverse. Le prix de plafond est fixé au départ et donc c'est une réduction par palier successif en attendant qu'un acheteur se manifeste et remporte le lot. Donc ça, c'est pour la première fois depuis 3 siècles d'existence que Sotheby's adopte cette enchère à la hollandaise pour une vente d'œuvres digitales de l'artiste Vera Molnar. La vente est intitulée Thèmes et variations. Elle sera entièrement inscrite sur la blockchain via la plateforme de Sotheby's et elle aura lieu le 26 juillet prochain. Ce sera une série de 500 œuvres uniques datant des premiers pas de l'artiste dans l'art algorithmique qui seront proposées et le prix
plafond pour thème et variation et de 20 Ethereum. Voilà donc pour les actualités du monde de l'art cette semaine, des actualités proposées par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et Sybille, nous avons le plaisir à présent de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Edwige Grenier. Bonjour Edwige Grenier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du mécénat culturel au sein de la Fondation Bettencourt-Schweller. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment la filière des métiers d'art se structure en France. Et nous reviendrons évidemment sur les annonces du gouvernement sur cette stratégie nationale des métiers d'art. Juste avant, un petit point de contexte globalement. Le poids économique des métiers d'art, cela représente quoi aujourd'hui ? Le poids économique des métiers d'art représente 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 8 à l'export. Et donc aujourd'hui, là, on entend depuis quelques années déjà, mais là, on voit que les politiques aussi parlent de plus en plus des métiers d'art. Pourquoi, comment expliquer ce renouveau d'intérêt envers la filière ? Alors, le secteur des métiers d'art, effectivement, nous le connaissons bien puisque ça fait presque 25 ans qu'on s'y intéresse. Je pense qu'il ressuscite un intérêt récemment. D'abord, ça s'est amplifié suite à la crise du Covid, aussi parce que ce secteur répond à beaucoup d'enjeux des problématiques de la société aujourd'hui. Une envie de consommer mieux, une envie de consommer local, des chaînes de circuits courts, des métiers qui ont du sens, des métiers de transmission, une valeur à l'international. Voilà, beaucoup de valeurs importantes pour la société actuelle. Et la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a annoncé un plan, une stratégie nationale en faveur du secteur de l'artisanat d'art. Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce qu'il fallait un plan pour structurer cette filière ? Alors oui, c'était utile parce que c'est un secteur extrêmement dispersé avec des acteurs extrêmement différents puisqu'il y a 281 métiers différents, donc des fédérations, des syndicats, des écoles. Donc il est important de pouvoir mobiliser tous les acteurs et je pense que ça va être une des choses que le plan va pouvoir permettre de mettre en œuvre. D'ailleurs, l'objectif de la ministre de la Culture est d'aboutir au bout des 3 ans de son plan à un contrat de filière, comme il peut exister ça dans le domaine de la mode. Donc c'était nécessaire et c'est bien qu'un ministère s'adresse au secteur de façon aussi ambitieuse désormais. Un contrat de filière, c'est-à-dire ? Un contrat de filière, c'est justement un contrat qui va permettre à tous les acteurs de se mobiliser, de co-signer ensemble des actions pour atteindre des objectifs ensemble. Ça veut dire que là, on constate réellement que la filière des métiers d'art commence à se structurer, ce qui n'était pas le cas avant, et on aimerait, c'est peut-être encore un espoir aujourd'hui, mais qu'elle parle d'une même voix, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu une meilleure cohésion entre tous les acteurs. Voilà. Et vous avez travaillé avec la ministre, justement, vous avez concerté avec elle ? Alors, oui. Oui, je vous en prie. Non, nous, notre fondation, oui, est engagée depuis longtemps, donc étant un acteur fort du secteur, et on a échangé avec d'autres acteurs, puisqu'elle a sollicité beaucoup de personnes pour pouvoir construire son plan, et d'ailleurs, elle va continuer comme ça. Et pour vous, quel est l'axe fondamental, l'axe majeur de ce plan qui serait nécessaire ? Alors, elle a défini un plan qui va reposer sur 5 axes: la transmission, la formation, la recherche et l'innovation, la notion de territoire et le rayonnement international. Nous-mêmes, nous sommes positionnés sur un peu tous ces domaines d'intervention, mais c'est vrai que la Fondation soutient beaucoup aussi le rayonnement des métiers d'art à l'étranger, parce que c'est une valeur importante, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'étranger, c'est quand même effectivement quelque chose d'important à accompagner. Et la demande est à croissante ? Structurer. Oui, la demande est croissante. Et comment ça se manifeste en fait par peut-être quel secteur, quels artisans sont représentés particulièrement à l'international ? Alors, vous pouvez voir que l'État en fait dispose de résidences à l'international, au Japon, en Italie et aux États-Unis. Et par exemple, aux États-Unis, grâce à la Villa Albertine, l'idée c'est d'accompagner les créateurs et donc les artisans d'art à rencontrer le marché. Et là, on le voit particulièrement avec les métiers d'art, en particulier les métiers liés à la décoration et à l'architecture. Les Américains sont extrêmement friands des savoir-faire français, artisans de papier peint, fabricants de meubles. Et là, nous avons d'anciens lauréats
qui sont partis en résidence à la Villa Albertine, qui après un séjour de 2 mois reviennent en France et vont soit installer une antenne aux États-Unis, soit prendre un agent pour développer leur marché aux États-Unis. Ça passe par les résidences. Enfin, vous parlez de la Villa Albertine, mais il y a la Villa Médicis également à Rome, si je ne dis pas de bêtises. Et ça passe aussi comme une forme d'ambassade culturelle ou des métiers d'art dans les pays en question. Exactement. Depuis 10 ans, dans les villas dont la France dispose, les métiers d'art peuvent donc aller en résidence. Et l'avantage ou l'intérêt de ces résidences, c'est justement aux États-Unis une rencontre de marché. À la Villa Médicis à Rome, c'est vraiment une vitrine d'excellence des savoir-faire français. Bien sûr. Oui. Ou au Japon, à la Villa Kujuyama, là, on assiste à un dialogue entre les cultures et l'interdisciplinarité entre les pratiques artistiques. Et vous pensez que c'est via l'internationalisation des métiers d'art que ça va vraiment développer encore plus le secteur? C'est par l'international que ça va passer? C'est un des axes forts, oui, et on voit bien, ça c'est pas uniquement pour le domaine des métiers d'art, dans le domaine de l'art contemporain aussi, on voit bien que les artistes, une fois qu'ils sont reconnus à l'international, sont plus regardés en France. Comment est-ce qu'on accède du coup à ces villas? C'est qu'on est un artisan et on dépose son dossier, il y a un jury. C'est ça. Pour toutes les villas, il y a des process de sélection avec des jurys pour accéder aux résidences. Et en tant que... Ça, c'est ce qui va permettre aussi de découvrir aussi des nouveaux métiers, parce qu'être artisan, c'est quand même un métier qui est assez solitaire. Parfois, on voit qu'il y a vraiment des niches. C'est via ces villas que ça va permettre de montrer que en France, il y a un artisan qui est capable de faire ce genre de spécificité. Oui, c'est pour ça que nous, on a été heureux de pouvoir contribuer à faire que ces villas ouvrent leur résidence au métier d'art, ce qui n'était pas le cas avant, parce que finalement, c'est une pratique artistique qui mérite de rayonner autant que les autres et qui a beaucoup de valeur. Au Japon, par exemple, l'artisan japonais a beaucoup à apprendre de l'artisan français et inversement. Parce que c'est récent que les résidences soient ouvertes aux métiers d'art, en plus des artistes qu'on connaît de manière un peu plus classique? Oui. Pour la Villa Kujuyama au Japon, c'était il y a 10 ans. D'accord. Albertine, donc c'est créé il y a 2 ans. Donc, bien sûr, là, il y a 2 ans. Dès l'ouverture, oui. Et la Villa Médicis, on a établi un partenariat avec la Villa Médicis l'année dernière. Donc ça veut dire que la prise en considération du côté artistique des métiers d'art est assez récente finalement, que ce soit en France ou à l'international, c'est ce qu'il faut comprendre, ou c'est la volonté de l'exporter qui est plus récente? Les deux. Les deux, oui, c'est ça. Et ensuite, donc on va développer ce secteur, est-ce qu'il va y avoir de la place aussi dans les métiers pour accueillir tous ces artisans qui vont être formés? Oui, il va y avoir beaucoup de place parce que justement, c'est tout l'enjeu du secteur des métiers d'art aujourd'hui. Vous devez l'avoir vu avec les maisons de luxe qui créent de plus en plus leurs écoles. Il y a un véritable souci de perte de savoir-faire et d'enjeux de transmission et de formation. Parce que là, on arrive à des générations qui vont partir à la retraite et la succession n'est pas encore au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment très important de faire connaître aujourd'hui les métiers d'art. La succession n'est pas au rendez-vous parce qu'il n'y a pas suffisamment de vocation aujourd'hui dans les métiers d'art, c'est ça? Oui. Ça n'intéresse pas suffisamment, ou c'est parce qu'on ne les connaît pas, ou parce ça n'intéresse pas, ce n'est pas connu, ce n'est pas assez valorisé. Nous-mêmes, on a bien créé un prix qui s'appelle l'intelligence de la main parce qu'on est dans un pays qui prône plus l'intellect que le travail de la main. Le savoir-faire, oui. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire de ce côté-là. Et donc pour les jeunes aujourd'hui, il faut y aller, il y a plein de travail. Et ceux qui portent financièrement le secteur, c'est vraiment les maisons de luxe? C'est à grande majorité ou il y a quand même d'autres acteurs? Non, il y a d'autres acteurs parce que les maisons de luxe, c'est vraiment lié au métier d'art de la mode. Et vous avez tous les métiers de la déco, vous avez tous les métiers liés au patrimoine. Là, par exemple, sur le chantier de Notre-Dame de Paris, il y a beaucoup de jeunes artisans qui travaillent. Donc, il y a beaucoup de domaines. Il y a l'architecture. Donc, la mode est très importante. Le luxe est très important pour la mode. Est-ce qu'il y a une grande place aussi pour les collectionneurs ou d'autres mécènes autres que votre fondation? Oui, bien sûr. Ils sont très actifs? Il faudrait qu'il y en ait plus.
Plus de jeunes, plus de vocations et plus de mécènes, c'est ce qu'il Voilà. faut comprendre. Merci beaucoup Edwige Grenier de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice du mécénat culturel au sein de la Fondation Bettencourt-Schweller. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.